toutes et à tous. Donc pour cette présentation, je commencerai d'abord par définir un petit peu de quoi on parle. Ces zones d'activité économique, c'est déjà une diversité de réalités. D'ailleurs, cette appellation un petit peu englobante, ça désigne des choses qui peuvent être très différentes. Donc ça, ce sont des chiffres qui sont issus du document de planification de Saint-Louis Agglomération, et qui montre la répartition déjà des activités entre les différentes zones économiques, et qui montre d'un territoire à l'autre, ça peut recouvrir donc, des réalités assez différentes en termes de répartition d'activités qu'on peut y trouver. Donc il faut aussi être vigilant, et ce que je dirais, on n'aura pas le temps de tout détailler, mais d'une zone d'activité à une autre, on peut avoir des besoins qui sont très différents et qui sont notamment liés par le type d'activité économique qui s'y pratiquent. Il y a des zones qui sont très spécialisées, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus mixtes, il y en a qui sont vieillissantes, il y en a qui sont récentes. Évidemment, il ne s'agit pas d'aborder ça de manière englobante. Et ensuite, il y a un ensemble d'objets urbains hétéroclites et parfois des zonages de risque qui peuvent aussi influer évidemment ce qu'on peut faire dessus. Si on a un zonage Céveso, si on a des pollutions, évidemment, ça a un impact. Donc pas de définition juridique, mais parfois des zones qui sont gérées par des gestionnaires. On verra tout à l'heure l'exemple du port du Rhin, mais aussi les marchés d'intérêt nationaux. Et voilà. Donc d'abord, sur ce futur, donc les futures zones, d'abord pour commencer, avant de parler du futur des zones, on peut parler de futures zones, et de dire, se projeter aujourd'hui et imaginer la construction sur le terrain agricole de zones d'activité, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. En plus de la ZAN, il y a d'autres éléments à prendre en considération, notamment en ce qui concerne on va dire l'impact écologique que peut avoir un projet. Il n'est pas rare que lors de l'arrivée d'une entreprise sur un secteur, l'implantation d'une zone d'activité, on fasse face à une levée de boucliers ou des choses qui peuvent être assez compliquées en termes de réalisation. Et du coup, il y a la question donc, du futur des zones, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire pour que les zones qui existent déjà soient, on va dire, adaptées à des réalités nouvelles et soient plus écologiques, plus inclusives, ce qui a été cité au départ. Donc, sur déjà l'occupation de l'espace, on remarque que le cas français se distingue parmi d'autres pays européens sur l'occupation en fait, réelle du foncier, de ces zones d'activité par les bâtiments d'activité en eux-mêmes. En France, on a une moyenne de 15% d'occupation de l'espace au sol par les locaux d'activité en eux-mêmes, alors que dans d'autres pays qui connaissent, on va dire, des pressions foncières plus importantes et depuis plus longtemps, on peut arriver à des chiffres beaucoup plus élevés, 42% aux Pays-Bas. Sur le parking, les espaces bitumineux, pas que parking, évidemment, les voiries d'accès, on a également on voit quasiment le double, enfin plus du double de surface. Donc ça désigne à la fois les routes qui sont les routes d'accès, si vous voulez, de l'espace public, le domaine public et le domaine privé interne à l'entreprise. C'est pas c'est un chiffre qu'il faut relativiser. Des surfaces sans affectation, ça c'est aussi important, c'est-à-dire de la réserve foncière, mais ça peut être aussi du recul lié à des règlements, par exemple incendie, on se met à distance, on a un plan d'occupation des sols, donc ensuite un PLU qui a imposé de l'espace en pleine terre, et du coup on peut se retrouver aussi avec une partie importante de foncier, quasiment équivalente. Donc il y a encore les espaces végétalisés privés et encore tout un tas d'autres choses. Donc ce qu'on peut aussi dire, c'est que ces zones ont été conçues souvent avec un regard assez généreux en termes d'occupation d'espace. Et je prendrai l'exemple de l'usine Peugeot,
qui s'est implantée, toujours avec l'idée, voilà, il faut une réserve foncière parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, comment l'entreprise va se développer, et si tout à coup on se retrouve avec plus de foncier pour le développement de l'entreprise, cela peut être problématique. Sur un site gros comme celui de PSA, aujourd'hui il y a du foncier qui est... donc il y a eu l'entreprise Soprema qui pourrait s'installer sur une partie du secteur. On a donc du coup des fonciers qui peuvent quand même être remobilisés différemment. Donc sur ces études sur la vie, donc, des zones d'activité, il y a déjà des productions qui ont été faites par plusieurs agences d'urbanisme et notamment par le ZEST, sur l'idée que voilà, il y a une vie, pas une mort de la zone d'activité, mais une période où on fait face à des difficultés et où on peut se retrouver avec des cellules d'activité qui sont obsolètes et entraîner tout un tas d'effets de seuil qui peuvent, dans le pire des cas, amener vers des friches industrielles, mais qui souvent nécessitent en tout cas de réinvestir le domaine de la zone d'activité. Il y a plusieurs autres problématiques qui peuvent se poser, qui sont des problématiques d'image, des problématiques donc, de vétusté de l'équipement, la difficulté de maintenir une activité économique et en même temps de transformer un local pour soit faire face à des besoins nouveaux, soit pour l'adapter à une nouvelle logique, fait qu'on va avoir donc des problématiques de cet ordre. D'autres sujets donc, font que voilà, c'est déjà des problématiques qui sont prises en compte dans les documents de planification locaux, avec des constats que je vous ai donnés à l'échelle nationale, mais qui sont aussi des constats qu'on retrouve sur la faible densité, sur l'emprise de stationnement, sur les voiries surdimensionnées et globalement une composition urbaine peu efficace. C'est des zones qui sont en général pensées, les implantations se font coup pour coup, chaque entreprise réfléchit à optimiser son emprise foncière et il n'y a pas forcément de logique d'aménagement d'ensemble en l'absence, on va dire, de gestionnaires de zones qui pourraient éventuellement avoir des prescriptions au regard de considérations sur le développement du secteur. L'idée, c'est pas contraindre les entreprises quand elles veulent s'installer en imposant trop de contraintes justement, mais à la longue, ça peut entraîner ce type d'effet. Donc il y a aussi un travail qui avait été fait à l'occasion de la réalisation du SCOT sur le potentiel donc, de foncier à la fois en densification et en remobilisation. Ça, c'est déjà des choses sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais qui montrent que voilà, il y a des choses qui existent depuis longtemps, ce n'est pas des questions qui sont neuves, et pourtant, on va dire des recettes, des préconisations en termes de transformation de zone qui nécessitent aussi de s'interroger sur la manière dont on les met en œuvre. Donc travailler sur la mixité des usages, accueillir, on va dire, des services mutualisés pour les entreprises. Donc voilà, il y a un certain nombre de publications, repenser les mobilités et renouer avec l'idée d'une verticalité. Alors, je vous ai mis une image de l'EMC, c'est des choses qui sont assez anciennes. Ce sont des préconisations un peu génériques mais qui posent tout un tas de problèmes. C'est-à-dire que quand on a juste on va dire une entreprise qui a son terrain, elle a son propre équipement, mais si on met à empiler différentes entreprises, ou à avoir des entreprises qui vont partager des locaux en commun, on peut risquer d'avoir, et c'est déjà le cas sur le territoire, des problématiques qui se rapprochent des copropriétés dégradées de l'habitat. C'est-à-dire, derrière ces belles préconisations et ces choses qui peuvent paraître être des bonnes solutions, il y a toujours cette problématique de gestion, d'accompagnement des entreprises qui peut se poser. Ensuite, sur la manière d'améliorer le cadre et l'implantation des entreprises, il y a des réflexions qui ont été menées dans le cadre de l'IBA Basel, notamment sur le territoire de Bâle, avec des moyens qui font rêver, sur le campus Novartis par exemple, mais qui part du postulat que travailler sur le cadre de vie des travailleurs, sur l'ambiance urbaine
et sur les aménités d'une zone d'activité, c'est également un moyen de participer à la rendre attractive, de maintenir on va dire des emplois et attirer des cadres, ce genre de choses. Pour des industries à forte valeur ajoutée, c'est des choses qui peuvent s'entendre. Sur les mobilités, c'est un autre sujet. Pensez donc pour avoir un accès optimal pour les camions et pour les automobiles, les zones d'activité font parfois ont parfois des difficultés en termes d'accessibilité. Et alors, c'est pas une zone d'activité, mais c'est une zone d'activité commerciale, c'est encore un cas un peu différent, mais qui a été réalisée au nord de Strasbourg, où l'accessibilité automobile a été réfléchie pour être optimale, mais ils se sont rendus compte de difficultés d'attirer en fait des employés, de faire venir les employés. Et donc, de mettre en place des solutions comme des navettes, ce genre de choses, ça a été rendu nécessaire. C'est des choses qu'on voit souvent aussi dans d'autres pays, qui n'ont pas nécessairement les transports en commun aussi développés qu'en France, mais il y a aussi des solutions, on va dire, de covoiturage, ce genre de choses qui sont développées sur des secteurs comme le port de Lyon. Je terminerai en disant qu'il y a tout un tas de nouveaux outils, avant de parler donc, du futur des zones, de comment on les fait, qui sont des outils assez récents sur lesquels il n'y a pas encore beaucoup de retours, puisque ça a à peine un an, mais qui méritent quand même de poser la question de comment on accompagne le changement, la transformation de ces zones-là, notamment sur le levier fiscal et financier, donc avec les outils de créance environnementale, et des choses comme la question du contrôle du foncier, les aboliations, qui peuvent permettre on va dire, de se donner une longueur d'avance sur le moment où la zone va passer de pleine activité au moment où il sera nécessaire éventuellement de la reprendre. Et de faire intervenir les pouvoirs publics pour participer à leur transformation. Voilà, je suis allé plus vite. Tout à l'heure, je pourrais éventuellement approfondir certains points que j'ai balayés très rapidement si vous avez des questions. Et j'invite Rodolphe. Bonjour à toutes et à tous, et puis déjà je vous remercie pour cette invitation, pour avoir l'occasion, si vous voulez, de présenter le projet que je coordonne depuis, enfin les 3 projets que je coordonne depuis presque bientôt 10 ans. Ce sont des projets interreg, donc qui s'inscrivent à l'échelle du Rhin supérieur, et dont la finalité, l'intention principale, c'est d'accompagner les activités et les acteurs économiques pour faire face au changement climatique. Alors en fait, si vous voulez, là, on entend bien, c'est ça le micro. Donc en fait, si vous voulez, ce qui est intéressant par rapport à ce que Tristan vient de présenter, c'est que dans le cadre de notre projet, donc on est en transfrontalier, donc avec Bâle, le Bade-Wurtemberg et la CEA, nous avons finalement abordé, disons, une autre perspective, mais on va voir qui finalement converge de façon intéressante avec ce que vient de présenter Tristan. Donc effectivement, quand j'ai un détour, un peu une autre perspective, puisque finalement, nous sommes partis finalement des enjeux de la vulnérabilité au changement climatique, des acteurs économiques, et donc de comment, à partir de cette vulnérabilité, donc on a, comme ça récapitule bien les projets, 3 projets, comment à partir de cette vulnérabilité au changement climatique, on peut avoir finalement disons un levier de transformation du territoire avec finalement, je dirais, une transformation, une transposition d'une vulnérabilité vers une forme de résilience. Alors je ne suis pas en train de dire que le changement climatique c'est une chance, il ne faut pas le comprendre comme ça du tout, mais de dire que parfois de travailler sur les vulnérabilités, ça permet justement de percevoir un moment critique, et à partir de ce moment critique, justement, de réfléchir à une manière d'adaptation, de transformation, et donc c'est vraiment de ça dont il est question à travers ces 3 projets, finalement, qui ont commencé en 2016, et qui ont duré qui vont se terminer là, en 2026, en avril 2026. Donc, effectivement, on a projet après projet, si vous voulez, on est monté en généralité, c'est-à-dire que dans le premier projet, on a vraiment fait
de l'enquête, entreprise par entreprise, secteur par secteur, etc. Et puis, Climability Design, on a monté en généralité, donc là on était sur des espaces d'activité économique, hein, donc on retrouve bien le sujet du jour. Et puis Climability Care, donc le dernier projet, celui qui est actuel, on travaille sur des sites pilotes et sur des corridors industriels. Rapidement, si vous voulez, le concept finalement qui structure ces trois projets, c'est un concept qui montre bien qu'on a un cadre conceptuel, si vous voulez, autour justement de l'exposition à des aléas climatiques, avec une sensibilité. Cette sensibilité et cette exposition, elle converge vers des formes de risque et de vulnérabilité, et donc travailler à la résilience qui passe par éventuellement une adaptation, mais on peut avoir, disons, des différents types d'adaptations. Et puis, il y a à la fois de l'enquête quantitative, de l'enquête qualitative, c'est-à-dire de l'entretien, mais aussi de la construction de données avec des dispositifs de mesure, etc., ce qu'on va voir plus particulièrement sur les espaces d'activité économique. Ce qui caractérise aussi ces projets, je vais aller très vite là-dessus, c'est finalement, comme on est en transfrontalier, on a des cultures différentes. Et ça, c'était vraiment un point important pour nous, savoir que si vous voulez, en fait, on va dire, le même enjeu climatique, puisqu'on est quand même une région qui est marquée par le lit du Rhin, par des zones humides, par un certain type d'agriculture, par des massifs forestiers, par des vallées qui ont connu différentes strates industrielles. Par exemple, si je prends la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines, sur laquelle on travaille, qui est actuellement un site pilote, eh bien, on a eu à la fois l'activité extractive, minière, on a eu l'activité textile, on a eu différentes strates, si vous voulez, de dynamique économique, et on retrouve bien aussi cette notion, finalement, même de friche, de comment, finalement, des héritages, parce qu'il y a des temporalités, il y a des mutations technologiques, il y a des mutations économiques, et donc on a des héritages, on a des legs qui parfois peuvent être perçus comme des formes de vulnérabilité, mais qui sont aussi l'expression d'une ancienne richesse. Et ça, je pense que c'est très important d'avoir à l'esprit que finalement, parfois nos vulnérabilités, elles sont aussi l'expression d'anciennes richesses, et que donc on peut aussi les transformer en de nouvelles richesses au sens plein du terme, pas simplement économique, mais des richesses culturelles en termes de compétences, de développement justement d'activités, aussi en termes de compétences, et puis aussi par rapport à des nouvelles manières aussi de préserver nos milieux naturels, nos écosystèmes, etc. Donc, Tristan parlait d'outils, je passe aussi pas mal par les outils parce que finalement ça a été aussi vraiment le cœur de nos projets. C'est des projets de recherche-action qui mobilisent des disciplines très différentes, des économistes, des géographes, des sociologues, des urbanistes, des architectes, des climatologues bien sûr. Et donc on a procédé à beaucoup d'entretiens, on en a environ 500 transfrontaliers sur 10 ans. On termine les entretiens par une grille de vulnérabilité où on avait à chaque fois les aléas qu'on voit sur la gauche et les fonctionnalités de l'entreprise. Et ça nous a permis, cette grille de questionnement à la fin des entretiens, elle a été un prototype, si vous voulez, elle a permis de travailler un prototype de ce qui actuellement figure dans notre boîte à outils comme Climability Diag. Donc c'est un diagnostic qui est en open source et dont n'importe quelle entreprise ou n'importe quel organisme peut se saisir et qui permet justement d'avoir une première disons, identification des types de sensibilité à différents aléas et comment ces sensibilités affectent différentes fonctionnalités. Ça peut être par exemple le process de production, ça peut être les fluides, ça peut être la logistique, etc., comme on peut le voir dans ces fonctionnalités-là. Ce qui a été aussi important à partir par exemple de cet outil-là, c'est de montrer les risques en cascade. Donc de montrer comment finalement une sensibilité qu'on peut avoir à un endroit, sur un site précis, peut évidemment en entraîner
en cascade d'autres et affecter d'autres acteurs, d'autres sites, etc. Et ce genre d'outil, si vous voulez, c'est aussi intéressant pour montrer finalement les formes d'interdépendance qu'on ne voit pas toujours, auxquelles on ne pense pas toujours, et aussi pour mettre en exergue finalement les formes de solidarité implicites, parfois qui ne sont pas perçues, solidarité positive ou négative, une fois de plus, mais si vous voulez, de penser toujours que finalement, j'aime bien, je suis sociologue de formation, Norbert Elias qui disait toujours, finalement, on a toujours de penser que on a toujours les deux faces sur une pièce, et donc quand on pense vulnérabilité ou faiblesse, pensez aussi que ça peut être, on peut le voir aussi comme finalement un tremplin pour une transformation. Et là, de la même façon, si vous voulez, un risque en cascade, on peut aussi le voir comme un espace où on va chercher justement des mutualisations, chercher des nouvelles formes de solidarité, parce qu'on voit bien qu'on est relié avec certains acteurs, avec certaines activités, etc. Donc là, on voit bien, c'est typiquement la vague de chaleur qui va affecter différents domaines de l'entreprise, ressources humaines, gestion, organisation, infrastructures critiques, énergie, production, et puis effectivement, on voit bien que ça va affecter à la fois la santé des salariés, qu'il va falloir repenser le temps de travail, qu'on peut avoir effectivement des enjeux contradictoires avec la maîtrise énergétique, et puis la production du travail dégradé, etc. Et donc effectivement, les conséquences possibles qu'on peut voir aussi sur ce risque en cascade. Donc, de façon générale, si vous voulez, ça c'est une fois de plus pour récapituler, mais je pense que je vais passer rapidement aussi là-dessus. On a donc toute une architecture qui nous a amené à monter en généralité. Et donc ça c'est donc notre site web sur lequel donc www.clean-ability.eu, sur lequel vous pouvez trouver les différents outils que nous avons développés. Alors un outil qui est également intéressant et qui complète le Climadiag, c'est le Climate Inspector, donc qui est une carte interactive. Donc là c'est pareil, vous allez sur ce site et vous pouvez vous connecter et là vous pouvez donc situer votre site d'activité et voir comment aléa par aléa, si vous voulez, la tendance de l'intensification de la fréquence de ces aléas. Et donc voilà, vous pouvez voir par exemple selon les différents scénarios climatiques si les risques par exemple d'intensification des pluies avec les crues, avec les risques d'inondation, etc. sont, voilà, quelle est la tendance dans les 10, 15, 20 ans à venir. Vous l'avez également, vous avez après aussi la question de l'adaptation. Donc vous avez des premières mesures d'adaptation qui sont proposées, qui sont en fait, évidemment, qui ne font pas le tour de la question, mais qui vous permettent quand même de vous rendre compte voilà, d'actions que vous pouvez mettre en place, on va dire d'actions sans regret, avec une relative, en tout cas, je dirais pas aisance, mais qui vont peut-être juste nécessiter du débat, de la discussion au sein d'une entreprise ou au sein d'une organisation. Et voilà, c'est un premier pas. Alors ce qui est toujours intéressant aussi, c'est de bien penser que pour nous, on s'est toujours perçu et présenté avec les acteurs avec lesquels on travaillait comme finalement des explorateurs de possibles, des exploratrices de possibles avec des experts de leur secteur d'activité et de leur site d'activité. Et c'est aussi finalement promouvoir une forme d'intelligence collective, de gouvernance partagée, etc. Bon, des aspects qui sont finalement, je trouve, il y a vraiment une convergence, même si je parle un peu d'un autre point de vue que Tristan, mais on voit bien que pour finalement identifier les potentiels d'un site, il y a toute cette dimension de diagnostic que nous proposons de faire avec nos outils que nous avons mis en place, qui permettent, au regard du changement climatique, de voir effectivement des vulnérabilités concrètes, mais aussi de réfléchir à partir de cette vulnérabilité à des transformations qui, bien sûr, vont être de l'ordre de l'adaptation climatique, mais qui vont aussi avoir d'autres retombées.
Et donc je prends un peu plus de temps sur cette diapo-là, parce que finalement la Seclimability Design, c'est donc le deuxième projet où on a travaillé sur les espaces d'activité économique, qui était malheureusement aussi, qui a été frappé par la crise du Covid. Mais là encore, si vous voulez, la crise du Covid, ça a été un moment pour nous assez important, parce que finalement, souvent on parlait changement climatique, on fait écho quand même à des choses assez dramatiques, assez tragiques, assez graves, même très graves. Mais en fait, les acteurs ne savent pas trop, ils disent oui, bon, on va avoir un peu plus chaud, un peu plus froid. Bon. Et finalement, la crise du Covid, elle a permis de réaliser ce que ça pouvait être vraiment une crise grandeur nature, à laquelle on ne s'attend pas, et qui du jour au lendemain vous immobilise, vous terrasse, et vous ne savez pas du tout comment réagir, parce que c'est quelque chose de totalement inédit. Et donc, ça c'était aussi l'aspect, pendant la crise du Covid, finalement, on a beaucoup travaillé avec la SAMA, c'est le marché de garde d'intérêt national à Strasbourg, parce que finalement, c'était le cœur de cette crise, puisque c'est le lieu d'alimentation, de flux de marchandises et alimentaires, et qu'en fait, ça avait vraiment, c'était crucial par rapport à cette crise, et c'était un des lieux d'activité qui était en pleine intensité, alors que tout était finalement un peu au point bas. Et donc sur donc on n'a pas pu aller sur place, bien sûr, on a fait beaucoup d'entretiens en ligne. C'était le moment où tout le monde s'est un peu, disons, initié à la démarche en ligne. Et on est resté en contact avec eux. Quand on a pu, alors ça c'était vraiment un travail d'architecte, d'urbaniste, de proposer justement par rapport aux vagues de chaleur, comment est-ce qu'on pouvait végétaliser. Des choses finalement assez simples et assez classiques, qui ont été aussi évoquées par Tristan. Mais si vous voulez, quand on a pu sortir finalement de nouveau, ressortir dans l'espace public et implanter ces espaces d'activité, on a mis en place pour les partenaires avec lesquels on travaillait, et là c'était les collègues de Freiburg, les climatologues de Freiburg, on a mis en place un système de mesure sur les bâtiments, dans les espaces publics, etc. En continu, donc mesures qui leur permettaient, qui complétaient aussi notre diag, qui est un diag plus, disons, d'identification par les acteurs de leur vulnérabilité. Là, c'était adossé finalement à de la mesure et voir comment vous avez, sur un même site d'activité, finalement des inerties de bâtiments ou des inerties d'espace par rapport à par exemple, qui vont emmagasiner plus de chaleur, être moins confortables dans des situations de vagues de chaleur, etc., ou qui sont peu perméables, qui peuvent être plus affectés aussi par des crues ou par des inondations. Bref, vous voyez, cet entrecroisement d'outils qui permet finalement d'accompagner aussi la transformation d'espaces d'activité économique. Ce que je suis en train de dire par rapport à Tristan, là j'essaye de faire le lien, c'est vraiment de dire effectivement on peut avoir une vision générale, de se dire voilà, qu'est-ce qu'on veut faire, comment est-ce qu'on veut situer les espaces d'activité économique, comment est-ce qu'on les relie, comment est-ce qu'on les requalifie, etc. Et il y a aussi cette dimension, comment est-ce qu'on accompagne ça du point de vue, par exemple, d'outils qui travaillent à la vulnérabilité climatique et à la résilience climatique. On a de la même façon travaillé sur la crise des bases d'eau à partir de 2018 sur le port de Strasbourg. Là, c'est pareil, je vais aller très rapidement parce que le temps tourne. Une fois de plus, si vous voulez, comme c'est de la recherche accident, à chaque fois, on mobilise à la fois, je dirais, les instituts de recherche avec leur équipement conceptuel, expérimentaux, etc. Et en même temps, en travaillant avec les acteurs pour leur apporter des réponses. Donc là, on a vraiment croisé, disons, la recherche en sciences sociales, avec des entretiens, des focus group, etc., avec finalement assisté par de l'intelligence artificielle, disons de premier ordre, hein, c'est l'intelligence artificielle qui permet plutôt, type computer, qui permet plutôt de traiter de la donnée nettement plus rapidement que ce que le font les humains, pas tant que ça régénératif, mais plutôt type computer. Et voilà, donc là, on est dans ce genre de recherche, on a vraiment pu, on déploie, alors je vais vous montrer dans un autre, voilà, on déploie
des arborescences, c'est-à-dire qu'on part d'un problème, on déploie des arborescences avec problème, solution partielle, on arrive à avoir différents chemins d'adaptation, et là où le computer nous aide, enfin cette méthode TreesFinder, c'est qu'elle va évidemment générer pour chaque, sur chaque nœud où on va se mettre, on va voir quels sont finalement ce problème, il est dépendant de quelle variable. Une fois qu'on va pouvoir l'alimenter en données, en séries statistiques, etc., on va pouvoir voir à chaque fois quels sont finalement les coûts-bénéfices d'agir à tel niveau plutôt qu'à tel autre. Et surtout, on voit bien aussi différents chemins d'adaptation possibles. Juste pour montrer ce genre de... comment est-ce qu'on a travaillé. Alors, pour finir, moi ce que j'aimerais bien dire essentiellement, je vais quand même revenir là, c'est qu'effectivement par rapport à des vulnérabilités, on peut avoir une approche très sectorielle. Je pense que cette diapo permet bien de comprendre. On peut avoir une approche très sectorielle, on va se dire voilà, j'ai une sensibilité sur telle infrastructure critique. On parle d'infrastructure critique dans nos projets de façon très générale. Ça peut être effectivement une infrastructure classique comme des voies d'eau ou des voies de circulation. Ça peut être des infrastructures type service public, un hôpital. Ça peut être aussi, on va jusqu'à mettre par exemple effectivement des espaces d'activité économiques, mais aussi on va aussi mettre dans les infrastructures critiques des écosystèmes dont on dépend. Par exemple, quand on travaille sur la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines, tout dépend, on a vraiment une économie très très liée au massif forestier. Donc on va avoir une approche très sectorielle avec les outils qu'on a fait et une approche plus systémique, et je pense qu'on est vraiment dans le cœur du sujet là, parce que finalement l'approche systémique, c'est vraiment de se dire ce site sur lequel on travaille, et notamment c'est le cas du Marchiga, quel est finalement son potentiel pour l'agglomération dans laquelle on est. Quel est son potentiel? C'est-à-dire, est-ce que ça peut être un tremplin, finalement, pour un nouveau projet métropolitain ou de territoire? Alors, malgré toutes les vulnérabilités qu'il peut comporter, mais ces vulnérabilités, on peut aussi les voir, si vous voulez, comme finalement une démarche pour multi-leviers, à partir de laquelle on peut vraiment mobiliser et articuler et finalement mettre en commun des acteurs. Et c'est exactement ce qu'on a pu voir, parce qu'il se produit actuellement sur le Marchiga, où en fait, nous, quand on est intervenu sur des petites choses, en disant voilà, végétalisation, on a discuté aussi de l'énergie, de la perméabilisation des sols, etc. Et on a fait aussi travailler des étudiants et étudiantes sur des ateliers, si vous voulez, prospectifs, qui permettaient d'ouvrir des visions. Et tout ça, ça nous a finalement, on se rend compte actuellement que le Marchiga, finalement, est en train de développer un projet de ce type-là. Je ne dis pas qu'on est à l'initiative, mais si vous voulez, de montrer vraiment à quel point cette exploration des possibles, cet entrecroisement de méthodes, d'outils, de réflexion permet d'offrir, si vous voulez, en tout cas, un espace à partir duquel, lorsqu'il y aura, disons, une fenêtre d'opportunité, les acteurs pourront entreprendre vraiment cette transformation. Et voilà, je vous remercie pour votre attention.